Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à comment concilier au-delà des normes les enjeux économiques avec les enjeux environnementaux des entreprises. Cette session s'inscrit dans le troisième cycle de l'année du pôle mécénat et engagement citoyen de notre réseau, les entreprises pour la cité. Alors pour rappel, c'est un cycle qui est consacré à l'engagement environnemental des entreprises. Alors, nous aurons d'ailleurs une dernière session, j'en profite pour vous informer que nous aurons une dernière session mardi 15 octobre avec le WWF, le groupe Bell et GRDF. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, évidemment, n'hésitez surtout pas à le faire dans le lien qui va s'afficher. Merci beaucoup, Luna, pour cette petite aide. Merci beaucoup. Voilà. Alors, j'en profite, au passage, pour, vous rappeler ou vous informer que si vous êtes intéressés par l'ensemble de la programmation des entreprises pour la cité, alors vous savez qu'on en a 2. On a d'un côté ce qu'on appelle le mécénat et les engagements citoyens, donc dont vous avez un petit exemple aujourd'hui. Et il y a un autre pan d'activité qui est celui de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et qui est porté par Alice Chanson chez nous. Donc si bien sûr tout ce contenu-là vous intéresse, n'hésitez pas à consulter l'ensemble de la programmation. Il y a encore toute une partie sur cette fin d'année extrêmement intéressante et riche. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça dans le lien qui va aussi s'afficher. Merci à nouveau Luna pour ton aide. Voilà, super. Alors, je vais, s'il vous plaît, vous rappeler que n'oubliez pas effectivement de couper vos micros parce que parfois ça peut créer des interférences. Et bien sûr, si vous le souhaitez, et nous vous encourageons à le faire, si vous souhaitez réagir, poser des questions, suggérer, partager des choses, n'hésitez pas à le faire plutôt via le chat, même si bien sûr nous réserverons un petit temps de questions-réponses en fin de cette session pour les questions en live. Et je voulais aussi vous dire que, comme on fait d'habitude, cette session est enregistrée, ce qui veut donc dire que bien sûr, si vous avez un souci par rapport à votre image, vous pouvez fermer votre caméra, mais s'il vous plaît, c'est vrai que pour ceux qui le peuvent, laissez-les allumées autant que possible parce que effectivement, c'est toujours quand même plus agréable pour nous animateurs et intervenants, d'avoir vos réactions et vos émotions en live. Nous sommes tous beaux, nous sommes fiers de la diversité, donc allons-y, n'hésitons pas à garder la caméra allumée, autant que vous le pouvez. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'il s'agisse d'une entreprise du CAC 40, d'une PME ou d'une start-up, chaque entreprise, comme on le sait tous, a un impact sur l'environnement et sur les écosystèmes naturels. Mais au sein de notre réseau, les entreprises pour la cité, comme vous le savez, ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre en avant les bonnes pratiques, les exemples vertueux et inspirants de notre réseau, de façon à se donner collectivement les moyens de nourrir la réflexion, la stratégie et bien sûr de pouvoir vous accompagner chacun à votre niveau sur la transition de vos organisations. Donc, on prend évidemment ce sujet très au sérieux, mais on reste aussi évidemment résolument optimiste dans notre volonté de faire bouger les lignes. D'autre part, comme vous le savez, peut-être nous avons souhaité ouvrir ce webinaire à toutes les bonnes volontés de l'entreprise, qu'elles viennent à la fois de la philanthropie, mais aussi de la RSE, en passant par les RH, le marketing, la communication, etc. Parce qu'on pense que le sujet est trop important pour le traiter en silo, ou sous l'angle d'une seule discipline. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire au travers de ce petit graphe visuel. Alors, pour vous introduire le sujet de façon un petit peu plus concrète, ainsi que nos intervenants, peut-être revenons un instant sur la définition, c'est-à-dire que l'impact environnemental des entreprises, c'est quoi concrètement?
Eh bien, l'ADEME définit le concept comme l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l'environnement, donc que ce soit d'ailleurs négatif ou positif, mais qui est engendré par un projet, un processus, un procédé, un ou des organismes, un ou des produits de sa conception à sa fin de vie. On peut ainsi schématiser, comme vous pouvez le voir sur ce slide, le double impact en distinguant l'impact des entrants, c'est-à-dire l'exploitation amont des ressources naturelles, et de l'autre côté des sortants, c'est-à-dire en aval, les produits finis, les déchets, diverses pollutions générées par l'activité de l'entreprise. Cette notion inclut diverses conséquences, comme vous le savez, sur la planète et les écosystèmes, on en parlait au début, qui peuvent porter sur différents aspects, tels que, d'un côté, l'épuisement des ressources, les pollutions diverses, le changement climatique dû aux gaz à effet de serre ou à l'empreinte carbone, la destruction de la biodiversité. Ça, c'est voilà, les quatre grands impacts. Et selon l'INSEE, un quart des entreprises françaises reconnaissent l'impact de leurs activités sur l'environnement. Donc, évidemment, inutile de préciser que nous avons encore un petit peu de travail à faire collectivement ensemble. Il existe de nombreux outils aujourd'hui pour mesurer son impact environnemental. Mais aussi donc calculer son bilan carbone et ses émissions de gaz à effet de serre, comme ceux qui sont proposés par l'ADEME ou Greenflex par exemple. Et de l'autre côté du spectre, le législateur fait également son travail avec la mise en place de normes et de réglementations toujours plus contraignantes, comme vous le savez, comme par exemple la loi climat et résilience, le décret tertiaire, la loi AGEC, anti-gaspillage, etc. Mais on observe que certaines entreprises vont plus loin avec la mise en place d'une politique RSE+++, qui est notre sujet du jour, ou bien l'engagement en philanthropie environnementale, ce qui était le sujet de notre précédente session, et l'articulation gouvernance RSE mécénat pour augmenter l'impact positif. Et ça, c'est ce qu'on verra aussi, notamment en plus lors de la troisième session du 15 octobre. Alors, ces différentes stratégies RSE++, quelles peuvent-elles être? Alors, quelques exemples. On a la stratégie des 4 R, réduire, réutiliser, réparer, recycler. On a la stratégie de l'éco-conception que l'on voit à l'écran et qui nous amène à nous interroger sur l'ensemble des étapes du cycle de vie des produits ou des services de l'entreprise. On a également la possibilité de miser sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il y a aussi la stratégie de mobilité durable. Alors, je crois, Timothée, que c'est quelque chose, en l'occurrence, sur lequel vous travaillez, entre autres, chez Page, on en reparlera. Vous pouvez aussi opter pour la sobriété numérique, sensibiliser et impliquer les parties prenantes, partenaires, clients, collaborateurs, bénéficiaires. Alors, je ne sais pas si Bérangère est déjà arrivée, mais c'est vrai que chez Léon Gross, vous croisez sans doute plusieurs stratégies. On en reparlera d'ailleurs aussi avec vous, Aurélien et Timothée. Mais voilà quelques exemples de stratégies à impact positif. Alors, pour résumer, l'objectif de ce webinaire sera d'en savoir un petit peu plus sur comment on arrive concrètement à concilier les impératifs environnementaux d'un côté avec les réalités du marché de l'autre. Comment on arrive à concilier durabilité et résilience sur un marché hautement concurrentiel? Quelle organisation, en fait, on peut mettre en place pour y parvenir? Comment on parvient à faire bouger les lignes en interne comme en externe? Comment, par exemple, on définit des priorités? Comment on passe éventuellement d'une organisation compensatrice à une organisation régénératrice? Peut-être qu'on pourra l'aborder. Quelles sont les résistances et comment on les surmonte? Alors bon, vous comprenez bien que ça fait beaucoup et peut-être qu'en 1 heure, nous n'aurons peut-être pas le temps de tout voir, mais on fera évidemment notre possible pour embrasser un maximum d'éléments et vous éclairer. Alors pour en parler, aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir nos 3 intervenants. Aurélien Baucan, vous êtes directeur conseil RSE chez Greenflex.
Et si vous acceptez votre mission, vous serez notre expert aujourd'hui pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, je ne sais pas si Bérangère est arrivée. Je suis Luna. là, je suis là, je Ah, suis là. super, Excusez-moi. Bérangère. Bonjour Bérangère, bienvenue. Alors, vous, Bérangère, vous avez la particularité d'être à la fois directrice RSE et déléguée générale de la fondation de l'entreprise Léon Gross. Donc, à ce titre, il sera très intéressant d'ailleurs de comprendre comment vous articulez ou pas d'ailleurs les disciplines. Et enfin, Timothée Chalamet, vous êtes responsable RSE et impact social au sein de Page Group. Très drôle. C'est Simonet, Ah, pardon. mais ça va, je prends bien la comparaison. Tout va bien. Mince, je suis démasquée, c'est vrai, je suis une femme. Pardon, Timothée Simonet. J'ai dit Chalamet, vraiment, vous êtes sûr? Bon, ok, excusez-moi. Donc, vous êtes... Reprenons notre sérieux. Vous êtes responsable RSE et impact social au sein de Page Group et vous avez la particularité, vous, d'associer les enjeux environnementaux aux enjeux humains, ce qui n'est pas le cas de Timothée Chalamet. Enfin, je ne crois pas, en tout cas, aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous les trois et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vais arrêter la présentation pour que ce soit plus agréable de vous voir interagir. Et je vais du coup vous proposer à tous les trois de vous présenter un petit peu plus en détail pour que nous comprenions un petit peu mieux peut-être qui vous êtes, ce que vous faites, présenter en détail votre organisation parce que je ne pense pas que tout le monde vous connaisse. Et peut-être que Aurélien, si vous êtes d'accord, je vais vous laisser commencer. Parfait. Bonjour À à vous la toutes parole. et à tous. Merci, merci Orlan. Donc moi, je suis Aurélien Beaucamp. Je suis directeur conseil RSE CSRD chez Greenflex. Donc Greenflex, on est une structure de conseil de développement durable sur 4 activités principales. Donc une activité de conseil autour des enjeux RSE, ESG, carbone, une activité de financement pour accompagner nos clients sur le financement de projets durables sans pour autant toucher à leur trésorerie. Donc là, on voit déjà un intérêt par rapport aux enjeux de compétitivité et aux enjeux économiques et commerciaux qu'évoquait Orlan tout à l'heure. Des enjeux aussi autour de l'accompagnement, de la maîtrise d'ouvrage sur du gros projet ou sur du projet en fait de verdissement d'activité type installation photovoltaïque, gros projet d'énergie verte, ce genre de choses. Et puis on a un outil en fait d'accompagnement pour nos clients qui s'appelle IQ, Greenflex IQ, qui permet en fait de rentrer toutes les données d'émissions de gaz à effet de serre et de consommables et d'achats pour pouvoir guider nos clients sur les meilleures options de choix, entre guillemets, dans le cadre de leur consommation d'énergie, en y mettant des hypothèses type problématiques géopolitiques, enjeux liés à l'inflation, au cours des matières premières également, et puis sur les enjeux d'acheminement, ce qui permet en fait de pouvoir engager des réflexions sur 2, 3, 5, 10 ans et piloter l'activité au mieux en termes de durabilité. Voilà, et plus particulièrement, moi, au sein du cabinet, je suis en charge de stratégie RSE, de mise aux conformités CSRD. J'imagine que vous avez déjà entendu ce nom, cet acronyme un petit peu barbare. Et puis également sur des enjeux sociaux et d'achat des responsables. Voilà. Merci beaucoup Aurélien pour cette première présentation. Timothée, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, tout à fait. Merci, Orlan. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Timothée Simonet, donc, et je travaille pour Page Group, qui est notamment connu pour le cabinet de recrutement Michael Page. Aujourd'hui, Page Group, qu'est-ce que c'est? Nous sommes un apporteur de solutions RH et nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne des problématiques RH auprès de nos clients, du conseil au recrutement volumique, en passant effectivement par des activités de recrutement. Et donc moi, je suis responsable de la RSE et de l'impact social pour le groupe en France. Et donc ma particularité, ou en tout cas les missions qui me sont confiées, c'est justement d'observer comment les enjeux de durabilité peuvent être insérés dans l'ensemble de la chaîne de valeur de notre entreprise, dans évidemment son fonctionnement, son organisation, mais aussi dans son modèle d'affaires, puisque aujourd'hui, et c'est en effet quelque chose que tu soulignais, Orlan,
effectivement, en tant que fournisseur de solutions et en tant que surtout fournisseur de prestations intellectuelles, notre empreinte environnementale peut être considérée ou jugée comme relativement restreinte par rapport à d'autres types d'acteurs qui vont produire des objets ou des produits. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de réfléchir à notre contribution en la matière, d'abord et toujours dans cette logique qui est très présente chez Page, en réfléchissant à notre propre impact environnemental et à la façon dont nous pouvons, à la fois de manière individuelle et collective, le réduire, et en même temps, comment est-ce qu'on prêche la parole, comment est-ce qu'on apporte la prise de conscience de ces enjeux chez nos clients à travers nos activités de conseil et de recrutement, pour faire en sorte justement de contribuer de manière plus systémique à la réduction des émissions et justement à faire en sorte d'être dans les clous sur le volet environnemental. Voilà. Merci Timothée pour cette présentation. Alors Bérangère, on ne te voit pas. Ah, Je ne sais pas si tu as moyen de mettre ta caméra. normalement, elle était déjà mise. Là, tu me vois pas? Ah, ça y est, Si, c'est bon? Je Ah bah, mettais parfait. page 2. c'est parfait. Un très joli fond verdoyant d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas Je des te- que je je te- suis, je te Après, laisse j'ai la vraiment parole. des plantes. Bonjour à tous, Bérangère Hinault, donc directrice RSE déléguée générale de la Fondation Léon Gross. Léon Gross, on est un groupe diversifié du BTP. Donc, contrairement à Timothée, nous, l'enjeu environnemental, il est pas, il est assez structurant pour notre activité. On a un groupe qui fait 950 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 2700, principalement France, un peu à l'international. Et on a une raison d'être qui est d'entreprendre pour laisser une empreinte qui suscite la fierté de tous. Et que j'ai le plaisir d'animer, piloter, faire rayonner. Et effectivement, quand on parle d'empreinte, assez rapidement, ça résonne empreinte carbone. Et donc, chez nous, c'est quand même un sujet très business et très important et très structurant pour les années qui viennent. Parfait, merci beaucoup Bérangère aussi pour cette présentation. Alors si on rentre dans le vif du sujet, j'ai peut-être une première question pour toi Aurélien, peut-être pour reprendre, pour prendre un petit peu de hauteur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu à quoi ressemblerait une stratégie plus d'engagement environnemental qui soit génératrice de valeur, qui aille au-delà des normes? Et comment les entreprises que vous accompagnez font justement pour concilier enjeux environnementaux et principes de réalité économique, qui est vraiment le gros sujet. Je pense que l'enjeu premier, peut-être, c'est de mesurer, enfin, de savoir où on en est. Tout simplement, peut-être de faire un espèce de diagnostic de maturité, j'ai envie de dire ESG, parce que bon, on prend l'environnement d'un côté et pas le traiter avec le social et la gouvernance. Aujourd'hui, ça a moins de sens parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus d'interactions entre les différentes thématiques. Mais si on revient sur le secteur, sur le sujet environnemental à proprement dit, c'est déjà, je pense, de faire un diagnostic tout simplement pour savoir où on en est. Il y a certainement des choses qui sont déjà faites dans l'entreprise et qui sont dispersés à droite, à gauche, ne serait-ce que sur la mesure du carbone, les achats au niveau de la partie énergie, tout ce qui va être consommable à partir du moment où vous avez, je ne sais pas, une flotte automobile, la gestion de vos bureaux, les produits ou les services effectivement que vous pouvez partager avec tous les partenaires de votre chaîne de valeur. Et puis regardez également aussi ce qui se passe au niveau de justement tout le cycle de vie de votre produit, de votre service. On ne regarde plus uniquement ce qui se passe en termes de activité propre. On regarde ce qui se passe en amont chez le fournisseur, mais également ce qui se passe en aval chez le client. Et quand je dis de la mesure, peut-être commencer tout simplement par un bilan carbone. Je pense que c'est un bon début. Le bilan carbone est assez complet. Ça permet de mesurer à un moment T où on en est de ses consommations sur une année, j'ai envie de dire une année de référence. Et ensuite de pouvoir réfléchir pour voir quels sont j'ai envie de dire les paquets de consommation et d'émissions qui sont les plus importants pour pouvoir ensuite initier un travail de réflexion peut-être et voir en termes de trajectoire là où on pourrait faire des efforts, ou là où effectivement on pourrait avoir un véritable impact en termes d'émissions et de consommation. Et puis faire ça, tout simplement, ça permet
outre la mesure, de pouvoir identifier peut-être des actions, peut-être se projeter, et puis à terme prioriser aussi. Parce que là, je veux être rassurant aussi, il ne s'agit pas de montrer du doigt ou dire à une entreprise, c'est pas bien ce que vous avez fait, ça vous ne l'avez pas fait, ça vous l'avez fait, etc. L'idée, c'est dans un premier temps de pas, on n'est pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points. L'idée, c'est dans un premier temps, effectivement, de pouvoir avoir une vision globale de là où on en est. Et l'objectif, c'est bien de pouvoir s'engager sur du moyen et du long terme en termes d'obligation de moyens et derrière ça, de résultats. Mais là, effectivement, on parle d'une trajectoire qui nous emmène sur plusieurs années. Je pense que c'est important de commencer dans ce sens-là. Alors justement, Bérangère et Timothée, comment tout ça résonne, comment ça s'illustre concrètement, du coup, dans votre réalité à vous, au sein de vos organisations? Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus dans les détails? En tout cas, donc, alors, nous, chez Léon Grosse, on a effectivement fait le premier exercice que disait Aurélien, c'était finalement de partir d'un bilan carbone qui est fiable, de l'observer et du coup de faire le premier exercice qui est d'identifier finalement où sont ces postes d'émission, quels sont les leviers de réduction. On a fait ce premier exercice en 2021 sur l'année 2020. Et puis petit à petit, nous, on a une particularité, c'est que finalement, on a une vraie interdépendance de nos émissions vis-à-vis de notre écosystème. C'est-à-dire que 97% de notre bilan carbone, il est lié aux décisions plutôt de notre client vis-à-vis du projet qui décide de construire. Donc 97%, c'est beaucoup. C'est dans du choix de matériaux notamment, ou du choix de mode constructif. Du coup, par rapport à ça, on se dit, OK, nous, on va prendre un premier objectif, c'est de monter en compétence sur le sujet, en ingénierie et en solutions concrètes, pour finalement accompagner et discuter avec nos clients de, OK, comment est-ce qu'on réduit ensemble? Ça, c'est vraiment un des premiers sujets. Et puis sur les 3% qui restent, qui sont des émissions internes, scope 1, scope 2, c'est la fameuse flotte auto, c'est les consommations d'énergie, etc. Finalement, c'est quelques actions un peu ciblées et puis beaucoup de sensibilisation. Donc ça, vraiment, on a commencé par ça, 2021-2025. Le fait est que quand on a posé ces objectifs en 2021, on était plutôt pionniers dans notre secteur, enfin en tout cas en termes d'entreprises de taille intermédiaire, je mets de côté les très grands groupes de notre secteur. Aujourd'hui, ça allait très très vite. Notre secteur il s'est énormément normalisé avec beaucoup de réglementation. La CSRD arrivant et mettant un petit peu tout le monde aussi, élève le niveau minimum attendu, ne serait-ce qu'en termes de découpage des émissions, de trajectoire, etc. Et donc là, effectivement, on commence à réfléchir, à se dire, OK, c'est quoi un objectif un peu plus global, effectivement, de réduction sur l'ensemble des scopes? Ça veut dire quoi en termes de choix business? Ça veut dire quoi par rapport au coût associé aussi d'une stratégie comme celle-ci? Et donc là, effectivement, on est vraiment dans cette réflexion-là actuellement et à se dire comment est-ce qu'on essaye de cranter dans un marché qui, naturellement, élève le niveau minimum de standard attendu. Alors du coup, Timothée, est-ce que ça résonne chez toi? Parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout la même activité. C'est aussi ça qui était intéressant, c'était de pouvoir mettre deux typologies assez différentes. Est-ce qu'il y a des points communs avec Bérangère, des points des différences? Moi, j'allais totalement rebondir avec les propos d'Aurélien et Bérangère, hein. C'est vrai que la nécessité première, c'est vraiment de faire un état des lieux et de bien comprendre quels sont les postes principaux d'émission, y compris quand, comme nous, on est une entreprise qui, a priori, peut avoir une émission relativement faible par rapport à d'autres, ce qui n'empêche pas, en effet, d'identifier des forts postes d'émission, y compris chez nous, hein. Donc, évidemment, métier du conseil, prestation de services, donc beaucoup de relationnels clients, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages d'affaires, et c'est aujourd'hui l'essentiel de nos émissions. Donc c'est vrai que c'est tout ce travail qui a été fait ces dernières années, hein, à la suite en effet d'un bilan qui a été fait en 2021 également sur l'année 2020, a été justement de constater que nos émissions étaient surtout dues à cette partie de nos activités,
et à voir comment est-ce qu'on pouvait les optimiser et surtout repenser l'ensemble de notre organisation et de nos activités pour être en mesure de les réduire. Donc chez nous, évidemment, hein, la crise du Covid, comme dans beaucoup d'entreprises, a eu aussi un impact très fort sur la manière dont on a repensé nos activités à l'aune de ces enjeux également environnementaux et a accéléré, je dirais, une démarche qui était déjà, une réflexion qui était déjà en place hein, sur, en effet, l'optimisation des rendez-vous, la réduction du nombre de déplacements au profit d'interviews et d'entretiens plutôt en visio que en présentiel. L'adaptation de notre flotte de véhicules automobiles à justement ces enjeux environnementaux. Donc, il y a quelques années avant que j'arrive, avait déjà été acté hein, la transition progressive vers de l'hybride et le fait de favoriser des véhicules hybrides. Et là, on a acté fin 2023 la transition intégrale de notre parc automobile d'entreprise vers du 100% électrique d'ici 2026. Donc, nécessairement, on est sur une réduction directe de nos impacts, qui s'accompagne évidemment d'une prise de conscience, et là je rejoins Bérangère, hein, des collaborateurs et d'une politique de petits gestes dans la manière dont ils pilotent et ils organisent leurs activités au quotidien, évidemment d'une réflexion sur nos immobilisations, nos locaux qui doivent être plus performants, moins énergivores, et finalement comme ça construire toute la chaîne de valeur de la réduction de nos émissions. J'imagine qu'on en parlera après, mais là où je pense qu'on a encore plus d'impact, c'est dans la nature même de nos activités, hein, donc ce conseil de nos clients et le recrutement pour nos clients, dans notre capacité à être en pointe sur ces sujets-là et à pouvoir accompagner nos clients sur leurs besoins spécifiques à ces sujets, puisqu'évidemment, ces politiques, ces actions s'accompagnent évidemment de personnes qui doivent derrière être moteurs et mobilisées en interne. Et nous, on est là aujourd'hui, et c'est peut-être là où réside notre impact le plus grand. On est là pour aider à identifier ces besoins et à recruter ces profils. Alors justement, tu m'offres une transition, hein, puisque c'était ma deuxième question. Moi, j'aurais voulu savoir effectivement comment vous faites hein, pour que cette politique RSE se diffuse complètement à la fois en interne et en externe? Donc tu en as un petit peu parlé, peut-être que tu y reviendras derrière pour expliquer comment finalement avec vos clients vous le faites hein, concrètement. Donc peut-être Aurélien, je te redonne la parole par rapport à cette question-là, hein. Comment on embarque ces parties prenantes? Est-ce qu'il faut mettre une organisation spécifique en place pour ce faire? Quels sont éventuellement les points de vigilance, les résistances qu'il faut surmonter, les jeux d'influence qu'il faut pouvoir mettre en œuvre? Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on aimerait mieux comprendre. Je pense que dans un premier temps, il faut peut-être être un peu rassurant parce que j'ai quand même nombre d'entreprises, notamment dans le cadre de la CSRD, où il y a beaucoup de choses à mettre en place et beaucoup d'entreprises qui passent au niveau des seuils, par exemple au-dessus de 50 millions d'euros et qui auparavant n'ont jamais fait une stratégie RSE de leur vie, ne savent pas de quoi on parle, ou en tout cas très vite fait dans les grandes lignes en tant que telles, se disent ah oui, mais moi j'ai personne pour s'occuper de ce sujet-là, j'ai pas de responsable RSE, j'ai pas de personnes qui connaissent ce sujet, donc en fait, j'avancerai pas. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement de paradigme par rapport aux sujets environnementaux et sociaux. Là, j'élargis un peu plus. C'est de se dire que c'est un sujet qui doit être transverse à toute l'entreprise et pas uniquement un sujet circonscrit à de la communication, parce qu'on va communiquer sur ce qu'on a fait de bien, etc. Et ce qu'il faut surtout plus faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut démontrer justement qu'on a pu mesurer, qu'on a pu mettre en place des actions, que effectivement on suit véritablement une trajectoire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'on est en capacité de dire bah, effectivement notre risque de durabilité va être au même niveau que notre risque comptable et financier. C'est ça aussi ce nouveau changement par rapport à la réglementation, et on voit bien que c'est la réglementation qui pousse beaucoup plus que véritablement des engagements très forts. Je ne suis pas en train de dire que les entreprises n'ont pas d'engagement, mais on voit bien que c'est bien la réglementation et la pression aussi des financeurs, des investisseurs qui vont regarder aussi ce risque de durabilité qui change. Bon, petite parenthèse, ce que je voulais dire par là, c'est que comme ça va concerner les achats, les RH, la finance, la production, le marketing, le commercial, etc., chacun va devoir faire un petit bout de chemin. À terme, effectivement, peut-être qu'il faudra quelqu'un sur ce sujet-là, mais ça, s'il n'y a personne qui traite ce sujet d'emblée, ce n'est pas grave, en fait. Tout simplement pour dire que ce sujet doit être pris en considération par la gouvernance. Il doit y avoir une impulsion de la gouvernance.
Quand je parle de la gouvernance, c'est autant du conseil d'administration quand il existe que du comité de direction. S'il n'est pas porté par ce sujet, c'est sûr que derrière ça, les équipes ne prendront pas le pas. Ceci étant dit, ça ne suffit pas. Derrière ça, il faut être en capacité d'engager les collaborateurs et de le solliciter le cas échéant, parce qu'au final, opérationnellement, c'est bien eux qui vont suivre les actions dans le cadre de leur activité, dans le cadre de leur quotidien, et c'est bien eux qui seront amenés à faire. Donc si la gouvernance n'est pas convaincue derrière ça, et si elle n'est pas en capacité de convaincre et solliciter ses collaborateurs, ça ne fonctionnera pas. Et puis derrière ça, effectivement, il y a les parties prenantes externes, de pouvoir effectivement communiquer, échanger avec les partenaires de la chaîne de valeur, que ce soit les fournisseurs, les partenaires commerciaux, les partenaires économiques, qui peuvent être des financeurs, des investisseurs, puis bien évidemment les clients, parce que derrière ça, effectivement, chacun va se tenir, je dis toujours, chacun se tient un petit peu par la barbichette, vous faites forcément partie de la chaîne de valeur de quelqu'un d'autre. Désolé pour l'image, mais c'est assez parlant, entre guillemets, ce qui permet de voir en fait que pour pouvoir convaincre de ce qu'on fait, pouvoir être en capacité d'expliquer effectivement ce qui existe chez soi, de pouvoir expliquer qu'on le mesure, qu'on peut expliquer effectivement qu'on fasse les choses avec des actions très concrètes et qu'on fasse participer aussi ses partenaires dans ce cadre. Alors effectivement, chacun se tient par la barbichette. Je crois que c'est particulièrement vrai chez toi, Bérengère, hein, donc Léon Gross, entreprise patrimoniale extrêmement forte. Vous avez su innover, mais alors justement, comment vous embarquez vos clients, vos partenaires? Et puis dans un second temps, si tu peux expliquer aussi en interne, hein, par rapport à ce qu'a dit Aurélien, comment vous embarquez l'interne également? L'enjeu de l'externe, l'enjeu de l'embarquement externe, il est très fort, effectivement, parce que, et ce que je disais tout à l'heure, parce que notre bilan carbone, 97 il dépend du choix de notre client. Mais du coup, dans les matériaux qu'on est capable de mettre, bas carbone, et cetera, ça va dépendre aussi de la capacité de nos fournisseurs, de nos sous-traitants à travailler ces sujets. Nous, d'être un tiers de confiance sur le calcul global carbone du projet, et cetera, et la garantie aussi que, entre ce qu'on a imaginé au début et ce qui arrive à la fin, on est bien dans les clous. Donc tout le monde a un petit peu sa partition et tout le monde doit fonctionner effectivement ensemble pour essayer de réduire. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, finalement, on est sur des sujets dans ces secteurs-là qui vont faire appel à de l'innovation technologique ou technique. Et typiquement, sur un matériau qui est très, très carboné aujourd'hui au sein de la construction, c'est le béton. Et on travaille assez fortement avec nos cimentiers, notamment, avec nos fournisseurs de béton, pour essayer de se dire comment est-ce qu'on décarbone le béton. Et en tant que tel, typiquement, on a travaillé avec le cimentier Vicat sur le coulage du premier ciment carbonégatif qui s'appelle le ciment Cara, le béton Cara, et on a travaillé là-dessus. Et en fait, on travaille là-dessus parce qu'à un moment donné, il faut qu'on essaye de faire avancer les choses pour décarboner. Et vraiment, c'est quelque part repenser la relation aussi avec notre chaîne de valeur, à se dire OK, comment est-ce qu'on travaille différemment ensemble pour faire en sorte de décarboner. Et puis à un moment donné, c'est aussi le client à qui on dit c'était pas prévu au départ, mais on aimerait bien faire ça, et vous aussi, vous allez pouvoir le valoriser, et ça a aussi du sens pour vous, etc. etc. Donc là, l'embarquement externe, c'est très important. L'embarquement interne, j'ai envie de dire que ça se fait vraiment beaucoup, beaucoup par sensibilisation aussi, c'est-à-dire que, il y a deux choses. Et comme disait Aurélien, et là où je le rejoins, finalement, nous, comme notre marché est en train de changer de par la réglementation et les normes, la place pour le volontaire, elle est en train de se réduire un petit peu. Donc du coup, on a un ensemble de métiers chez nous qui sont en train de changer déjà pour être capable de faire évoluer les compétences au même rythme que le marché évolue. Typiquement, le bilan carbone, qui était vraiment quelque chose qui était central, groupe, service, direction RSE, aujourd'hui, on a une granulométrie plus fine. Il est en train d'aller de se décaler au niveau des projets, au niveau de notre population étude de prix, qui doit aussi commencer à vraiment se dire « Ok, mon projet que je suis en train de chiffrer, combien il pèse en calcul carbone ?» Et on est en train de dire maintenant, ça va peut-être partir du bas et puis on va le consolider vers le haut, là où avant on faisait l'inverse. Donc, c'est toute une évolution des métiers. Et enfin, la sensibilisation en interne, on va la faire vraiment
sur des outils que certains d'entre vous connaissent très bien, j'imagine, sur des fresques du climat, sur des 2 tonnes. On a fait un challenge énergique aussi pour sensibiliser les gens sur votre bilan carbone à vous, individus, tout un chacun, en fonction de comment vous vous déplacez, comment vous vous nourrissez, votre consommation numérique, etc. Ce que vous faites dans le champ de l'entreprise, c'est un petit bout de ça, mais voilà, de se dire, de travailler la conscientisation de ce sujet-là aussi dans une logique un peu plus large que juste le périmètre de l'entreprise. Ouais, c'est très intéressant. Merci beaucoup de nous donner comme ça à voir un petit peu plus concrètement comment ça peut s'articuler. Peut-être Timothée, si tu veux revenir à comment justement vous faites avec vos clients, comment vous les embarquez, comment vous les sensibilisez et finalement quel rôle vous prenez dans cette dynamique. En complément, et peut-être d'abord pour rebondir sur ce que disait Aurélien, moi je suis assez convaincu du fait qu'au-delà de la contrainte, les enjeux environnementaux et les enjeux posés par CSRD, notamment tout le cadre qui vient renforcer et justement structurer un peu toutes ces différentes démarches, pour moi c'est vraiment une opportunité pour les entreprises de grandir et de repenser leur façon de faire les choses. Parce qu'en effet, comme l'expliquait Bérangère, et comme l'a rappelé Aurélien, hein, les logiques de développement durable sont toujours circulaires et on est tous un peu tenus par la barbichette. Merci Aurélien pour pour cette jolie image. Mais en effet, nous, c'est là où, entre guillemets, ce qui pourrait être une contrainte qui n'a jamais été, mais ce qui pourrait être une contrainte devient une opportunité puisque, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, nous, ça devient une opportunité business pour nous que d'être en pointe sur ces sujets-là. Donc d'abord en ayant expérimenté sur nous ces sujets-là, en ayant sensibilisé suffisamment en interne pour faire en sorte que nos consultants soient en mesure derrière d'accompagner leurs clients sur ces nouveaux métiers justement dont tu parlais, Bérangère, hein. Nous, évidemment, cabinet de recrutement et intermédiaire de l'emploi, on intervient dans un certain nombre de secteurs d'activité et on voit clairement des métiers classiques évoluer, se doter de compétences vertes et donc derrière, ça pose la question sur la formation des candidats, sur justement les attentes des clients et comment est-ce que nous, on est force de proposition aussi pour non seulement chercher ces profils, mais quand ils n'existent pas encore, orienter ces profils de candidats vers ces types de nouveaux marchés et de nouveaux métiers. Et de l'autre côté client, de leur faire comprendre que justement, il faut saisir la balle au bon et qu'il faut se lancer dans cette démarche et que nous, on est en mesure aujourd'hui, avec toute la data qu'on possède, avec toute l'expertise qu'on possède sur les différents métiers, on est en mesure de les accompagner. Et c'est quelque chose qu'on va voir dans des divisions très différentes chez nous, hein. On va voir ça évidemment côté finance, mais on va voir ça en effet côté immobilier construction, également très fortement dans la division ingénieur. Et comme ça vient popper un peu à tous les endroits. J'en parlais hier parce que j'étais sur une session de formation de notre division techno. Toute l'apparition de la Green IT, toute l'apparition de justement de ces enjeux de diversité, d'inclusion qui sont moins notre sujet aujourd'hui, mais qui sont aussi très forts dans certains métiers, font progressivement shifter des clients qui sont traditionnellement sur des métiers très attractifs, mais aussi des secteurs très en tension et qui deviennent de plus en plus en tension aujourd'hui à l'aune de ces enjeux-là. Et donc, c'est aussi notre valeur ajoutée, notre force que d'être en mesure à la fois d'être conscient de ces tensions, de ces métiers qui évoluent et de la difficulté de nos clients à recruter et en même temps de l'opportunité que ça représente de prendre ce tournant pour nos clients, nos candidats et pour nous en termes de business, évidemment. Merci beaucoup pour ces précisions et justement ce que vous arrivez à créer dans cette dynamique-là avec vos partenaires. Aurélien, si je reviens avec toi, alors c'est vrai que souvent ce qui revient, c'est un peu voilà comment bon c'est du temps long, parfois on ne voit pas toujours les résultats immédiats. Donc comment finalement cette politique aussi de petits pas
qu'évoquait Timothée au début. Comment ça se matérialise? Comment ça se mesure? Comment on peut capitaliser sur des résultats, sur une forme d'efficacité que l'on arriverait à rendre plus tangible? C'est aussi lié forcément, hein, avec cette notion de greenwashing, puisqu'on a besoin aussi de pouvoir démontrer, de prouver que ce qu'on fait est juste. Voilà, comment ça s'articule ça dans les entreprises que tu accompagnes? Bon, je pense que vous avez bien compris que je parle beaucoup de trajectoire. En fait, c'est un peu le laïus que j'utilise parce que beaucoup d'entreprises, et naïvement, c'est normal, ne savent pas forcément de quoi on parle quand elles découvrent le sujet, pensent qu'elles vont avoir avec, je sais pas, une stratégie RSE, une feuille de route, des résultats tout de suite tangibles à présenter. Alors, d'une certaine manière, oui, elle peut en avoir parce que, comme je disais toujours, une entreprise a forcément des choses à valoriser qu'elle fait déjà aujourd'hui. Dans ces cas-là, on va pas se cacher à raconter une belle histoire, mais ça va pas suffire. Par avant, je pense qu'on avait peut-être tendance à parler, à faire une stratégie RSE ou une stratégie environnementale à partir des thématiques qu'on avait envie de choisir parce qu'on considérait que sur telle ou telle thématique, on était plus fort que d'autres et les autres, on les mettait un petit peu de côté. Aujourd'hui, avec la CSRD, c'est pas possible. Comme le disait Timothée et, euh, et Bérangère tout à l'heure, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des règles du jeu qui soient communes à tout le monde et éviter en fait d'avoir des stratégies de compensation, des problématiques de greenwashing ou éventuellement de goodwashing derrière. L'objectif, c'est d'y aller peu à peu. Comme on fait une stratégie globale, finalement, quand on crée une stratégie d'entreprise, on n'atteint pas en fait tous ces objectifs les 6 premiers mois à la première année. Ben, en fait, sur la RSE, c'est exactement la même chose. On va introduire les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre de la stratégie globale de l'entreprise en mettant, j'ai envie de dire, des objectifs plus ou moins court, moyen ou long terme, avec, j'ai envie de dire, des paliers qui soient atteignables. C'est-à-dire que la première année, si c'est une entreprise comme celle de Bérangère dans le secteur de la construction, où on sait que sur l'aspect environnemental, sur l'aspect climat, bah, il y a des marges de progression qui peuvent être énormes avec les partenaires de la chaîne de valeur, bah, c'est peut-être ça qu'on va mettre en avant. Dans une entreprise de service comme celle de Timothée, il y a peut-être beaucoup plus de choses à raconter du point de vue de l'aspect social ou sociétal. Peut-être, je parle en connaissance de cause sur la flotte automobile, il y avait certainement des choses à faire et qui ont été faites, etc., etc. Donc, c'est toujours partir des points forts de l'entreprise pour pouvoir piloter et se projeter sur plusieurs années en se disant que de toute façon, on part pour pouvoir avoir de l'impact. Et je pense que c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Vraiment obtenir de l'impact, dégager des gains d'efficience et toujours être dans l'amélioration continue et jamais se dire on va être compliant pour être compliant. C'est quel sens on met derrière en fait. Et je pense que ça, c'est fondamental. Alors du coup, justement, Bérangère, chez vous, comment vous faites pour appliquer ça éventuellement? Ou est-ce que vous avez des outils à la fois d'évaluation, de mesure, de communication qui permettent à la fois de rendre tangible et puis aussi de capitaliser, hein, dans un exercice vraiment de communication interne et externe, par exemple? Euh, il y a deux façons. Alors chez nous, il y a deux façons de répondre à cette question. Le premier, on est une entreprise qui veut être engagée et reconnue pour son engagement, si bien qu'en fait, on s'est donné un certain nombre d'objectifs pour faire rayonner notre raison d'être. Et ces objectifs-là, ils sont ciblés, donc 2021-2025, et ils sont communiqués en interne comme à l'externe de manière transparente, et ils sont déclinés à nos différents, chez nous, c'est les directeurs régionaux, donc ils sont déclinés par centre de profit. D'un point de vue de process, finalement, aujourd'hui, on a un certain nombre de revues de ces indicateurs à plusieurs moments dans l'année, qui soient finalement vis-à-vis de notre comité de direction, qui soient vis-à-vis du management intermédiaire. Et puis, on les publie une fois par an et on les diffuse à nos actionnaires, etc. Donc ça, en termes de pilotage, on a vraiment donné des objectifs qu'on a déclinés. Et donc, bah, y a une machine qui se met en route pour effectivement, du coup, suivre. À côté de ça, on a mis un ensemble de moyens aussi, vraiment d'outillage et de développement de compétences. C'est-à-dire on a créé un centre d'expertise, c'est pas le bon terme, mais on a un pôle bas carbone qu'on a du coup créé en 2021 et qui concentre à la fois une expertise technique et à la fois qui a cette casquette de comment les objectifs qu'à un moment donné, d'un point de vue strat, on s'est défini, se traduisent opérationnellement.
Et typiquement, un des très, très gros sujets, c'est vraiment de mettre en place assez basiquement non, parce que c'est plus complexe que ça, mais une calculette carbone, qui finalement, au moment où on remet nos offres, heu, est capable de nous dire, bah, pour tant d'euros égale tant de carbone et de travailler à l'optimisation, en fait et de se dire, bah, d'être capable finalement de proposer à notre client, bah, peut-être qu'à Isoprix, on est capable d'être moins carboné. D'être moins carboné, peut-être carboné, ça veut dire être plus cher. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se dote aussi de moyens pour permettre à nos clients de faire des arbitrages et pour finalement créer de la donnée dont notre client, il va pouvoir se servir aussi dans ses propres reporting. Et ça, de la même manière, tout ce sujet de maîtrise du calcul, à la fois, c'est, de la prévention des risques pour l'entreprise parce que la CSRD, parce que les réglementations et parce qu'il vaut mieux savoir compter. De plus en plus, vaut mieux savoir compter et à la fois, finalement, comme tout le monde est dans cette contrainte de mieux savoir compter, bien savoir compter va créer de la valeur et donc du coup, on est en train de le décliner à différentes strates de l'entreprise pour être, pour créer de la valeur aussi, pour, nos clients et pour notre, chaîne de valeur. Oui, c'est très intéressant cette calculatrice, carbone. Peut-être qu'on enfin je elle est accessible, publiquement? Avec une société, je vais leur demander une rétrocommission. On va travailler avec une entreprise qui s'appelle Nuco, D'accord. Nooco, mais il y a aussi d'autres très bons acteurs sur, le sujet, sur le marché et tout, dont évidemment Greenflex. Merci Bérangère. Voilà, mais du coup, en fait, non, mais, on a fait le choix, en fait, d'un acteur, quand on a commencé avec eux, ils étaient à un stade, moins avancé. Heu, on a quelque part aussi, hein, des échanges, enfin, comment est-ce qu'on fait progresser par rapport à nos besoins, par rapport aux besoins du marché et cetera et donc voilà, on a aussi, appris en marchant ensemble. Et Je peux peut-être vous, préciser, Timothée pardon, ah pardon. excuse-moi Orlan, que peu importe l'acteur, hein, mais c'est simplement si vous voulez faire un bilan carbone, bien vérifier qu'effectivement les trois scopes sont pris en compte et que l'acteur en question est référencé au niveau de l'ADEME Mmh. et de l'association ABC qui sont garantes clairement de la méthodologie, j'ai envie de dire, dans les règles de l'art de la méthode carbone. Je pense que c'est véritablement important de le préciser. Voilà, c'est tout. Alors justement, Timothée, est-ce que vous avez une calculatrice, carbone ou est-ce que vous avez Non, d'autres outils, on méthodos? aimerait bien, on aimerait bien. Encore une fois, je rebondis sur ce que disait Aurélien. Il y a aussi cette politique de petits pas et de petit à petit, c'est-à-dire que Rome ne s'est pas construite en un jour et concrètement, analyser l'impact carbone de l'ensemble de sa chaîne de valeur en amont et en aval quand on est une entreprise avec un certain nombre de parties prenantes externes, ça reste un sujet de très grande ampleur et à plutôt moyen-long terme. Donc aujourd'hui, nous concrètement, hein, par rapport à ce que décrivait Aurélien tout à l'heure, hein, comment dirais-je, l'analyse carbone, le bilan carbone classique a été mené, en effet, comme le précisait Bérangère, à une échelle groupe, avec justement des estimations en fonction de certains postes d'émission. Et tout le travail, là, chaque année, est vraiment de rentrer dans la granularité plus fine et un peu comme ce que disait Bérangère tout à l'heure, hein, de pouvoir non seulement l'opérationnaliser au niveau du terrain, faire en sorte de remonter des datas qui sont plus fines, d'éliminer progressivement les estimations pour se baser sur des données qui sont les plus fiables possibles. Et nous, en l'occurrence, aujourd'hui, ce qu'on aimerait dans un futur plus ou moins proche, hein, pouvoir proposer et on aimerait avoir une vision justement sur l'impact carbone évité grâce à nos activités de recrutement dans ce secteur et dans notre manière d'accompagner nos clients sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on n'est pas exactement en mesure de le faire. En tout cas, la méthodologie n'est pas au point, mais en tout cas, c'est un des projets sur lesquels on imagine travailler très, très prochainement et qui va nécessairement avoir un grand impact dans la façon dont on va évidemment remonter ces informations, mais dans la manière dont on va collaborer avec nos clients et les accompagner dans le futur. Alors c'est peut-être le moment de prendre quelques questions si jamais, il y en a. Je ne sais pas, Luna, s'il y en a eu dans le chat, ou s'il y en a qui souhaitent en poser maintenant, c'est le moment. On aura une dernière question pour la fin, pour conclure.
dans le chat, ça a été répondu. Peut-être côté Timothée et Bérengère, j'en ai une qui me vient à la lumière de tout ce qui a déjà été dit. On parle beaucoup des questionnements, et évidemment à l'échelle individuelle pour chaque entreprise. Est-ce que en parallèle, c'est aussi des sujets dont vous discutez, vous, avec d'autres entreprises? Évidemment, il y a tous les acteurs de l'accompagnement, mais voilà, on sait aussi qu'aujourd'hui, c'est des solutions collectives qui doivent être amenées. Est-ce que ça, c'est des synergies qui, selon vous, doivent s'accentuer avec le temps, ou c'est déjà, enfin, il y a déjà des espaces de discussion qui s'ouvrent? Alors, en tout cas, moi, si je peux répondre de deux façons à cette question. La première, c'est nécessaire d'avoir une approche sectorielle. En tout cas, nous, pour notre part, pour plusieurs raisons. La première, et je vais vous prendre un exemple très simple, qui est l'économie circulaire. Pour pouvoir faire du réemploi dans nos secteurs, on a un enjeu de volume. Et en fait, ce volume-là, aucun acteur n'arrive à le sécuriser tout seul. Donc, tout le monde en a un petit peu, mais personne n'a les capacités de stockage d'un très gros volume tout seul. Et donc, du coup, et typiquement, c'est notre confrère GCC qui a lancé ça. C'est une plateforme qui s'appelle Réutile et qui permet effectivement de mettre à dispo, un peu comme un Bon Coin, comme le Bon Coin, de mettre à dispo, voilà, j'ai tant de stocks de faux plafonds réemployables, j'ai tant de stocks de menuiseries réemployables, etc. Et en fait, l'ensemble du pool ETI, entreprise taille intermédiaire, on est 5-6, peut-être un peu plus, à avoir effectivement rejoint GCC là-dessus et à se dire, et GCC dit, moi, je veux bien ouvrir mon application à l'ensemble du secteur. Donc ça, c'est typiquement un exemple de choses qu'on fait ensemble. Un autre sujet, et là, il faut voir comment ça se structure, mais on a cet enjeu à un moment donné de recueillir de la donnée carbone chez nos fournisseurs et sous-traitants pour pouvoir, nous, être capables d'être plus fiables, plus d'être plus exhaustifs sur les émissions. Mais ce qui veut dire très bêtement qu'on a besoin d'uniformiser une partie de reporting, qu'on a besoin de faire monter en compétence certaines entreprises qui, même de par leur chiffre d'affaires, ne seront peut-être jamais CSRD éligibles. Mais pour autant, on a quand même besoin de les faire monter en compétence sur ces sujets parce qu'on a besoin qu'ils nous donnent de la donnée fiable pour être capable d'être garant de poids carbone global de notre projet. Et ça, on sent bien, au-delà de ça, qu'il faut qu'on se mette ensemble pour demander la même chose et exactement presque, j'ai envie de dire, le même format, dans le sens où notre sous-traitant ou notre fournisseur, demain, il ne va pas envoyer 45 modèles différents de reporting alors que tout le monde cherche finalement à peu près la même donnée au bout. Donc ça, de la même manière, c'est des initiatives qui vont se structurer. Tout à fait d'accord. Et au-delà de l'aspect sectoriel, moi j'avais parlé de l'aspect écosystémique, parce qu'en fait aujourd'hui, en tant qu'acteur de l'emploi lucratif, parce qu'on est une entreprise, on s'insère dans un écosystème de l'emploi qui est beaucoup plus large et qui implique évidemment des parties prenantes extrêmement diverses, comme évidemment les pouvoirs publics et les institutions de référence sur le sujet, et aussi évidemment les partenaires associatifs. Et en fait, nous, c'est quelque chose qu'on fait très bien et historiquement depuis plus de 20 ans autour des sujets de diversité et d'inclusion qui ne sont pas le sujet aujourd'hui. Et en fait, il faut réussir à répliquer cette expérience sur l'ensemble des volets des enjeux de durabilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'à chaque fois, pour chaque sujet, on a d'abord conscience de notre propre impact sur ce sujet et ensuite comment est-ce qu'on s'entoure, on s'accompagne d'un certain nombre d'acteurs en amont, en aval, public, privé, institutionnel, pour faire en sorte de dialoguer et de créer cet échange autour de ces enjeux et concrètement, en tant qu'acteur du même secteur, pouvoir trouver des solutions pour adresser ces enjeux, y compris sur le volet environnemental en l'occurrence. C'est quelque chose qu'on fait déjà sur le volet social et qu'on commence à faire avec les mêmes acteurs sur le volet environnemental et qui permet de trouver des solutions communes. Et en effet, je te rejoins tout à fait, Bérengère, de pouvoir mutualiser parce qu'en fait, seule personne n'y arrivera et derrière, tu donnais l'exemple de la circularité, de l'économie circulaire.
mais c'est la même chose sur d'autres thématiques qui sont éminemment importantes pour les enjeux environnementaux. Alors peut-être, Aurélien, le mot de la fin, parce que Quel honneur. voilà, peut-être pour réagir par rapport à la question que Luna a posée. Et puis moi, j'avais une dernière question, c'était par rapport à l'articulation politique RSE, politique philanthropique. Alors c'est peut-être un petit peu court. Alors, je te laisse un peu ouvrir si tu le souhaites. Ok. Pour finir. Non, simplement peut-être ajouter, enfin je le dis depuis le début, mais finalement la durabilité, ça va être, j'ai envie de dire, un sujet tout aussi important dans la stratégie d'entreprise qu'à l'instar de tous les autres sujets, tout simplement parce que faut le voir aussi comme une thématique de projection et de définition en fait des réalités, des besoins de demain. Je dis ça parce qu'en fait l'entreprise elle devoir s'interroger aussi, parce qu'on parle beaucoup d'impact des activités de l'entreprise sur ce qui l'entoure en termes environnementaux et sur ses parties prenantes, mais il faut inverser le sujet aussi. En fait c'est le principe de la double matérialité de la CSRD, de se dire mais finalement quelles pourraient être les conséquences du changement climatique sur ma propre activité? Est-ce que ça mettrait en danger finalement ma logique de production, l'existence même de mon activité, parce qu'une activité de construction, elle va dépendre beaucoup de matières premières. Par exemple, on sait que certaines matières premières deviennent pénuriques ou deviennent compliquées à obtenir. Je pense qu'on l'a vu dans les conséquences du Covid-19 ou même du conflit en Ukraine, par exemple. Et il y a plein d'exemples comme ça sur énormément de matières premières, qu'elles soient des matières premières de construction, matières premières agricoles, mais également tout ce qui va être substances chimiques, par exemple. On le voit sur la partie pharmaceutique, par exemple. Donc ça, c'est des sujets que l'entreprise va devoir, sur lesquels elle va devoir, j'ai envie de dire, s'interroger un petit peu et se projeter en terme, quelle que soit sa taille. Donc, et là, effectivement, ce que disaient Bérangère et Timothée, enfin, ils sont dans le vrai. Il faut créer des collectifs. En fait, ces discussions-là, elles ne peuvent plus être uniquement au niveau de l'entreprise. Ça va être au niveau de collectifs, de filières, de réseaux. Parce qu'en filière ou en réseau, bien évidemment, on est beaucoup plus fort. Pour ce qui est de ta deuxième question sur le côté mécénat, etc., bon, moi, je suis un petit peu embêté d'en parler, mais mon analyse, c'est de se dire que pendant très longtemps, les entreprises, notamment les plus grosses, avaient peut-être tendance en fait à séparer leur activité de mécénat ou de solidarité, peu importe comment on en parlait, avec des fondations d'entreprises vraiment à part entière de l'entreprise qui sortaient finalement leur activité économique, commerciale et financière. Bon, aujourd'hui, on a tendance à voir qu'elles sont en train de ramener ces activités-là au sein de l'entreprise, tout simplement parce qu'elles ont besoin de leurs collaborateurs sur la partie engagement et qu'elles ont besoin de tous les acteurs, parler des parties prenantes tout à l'heure, qui constituent justement son environnement propre. Donc, je trouve que les choses sont en train de changer et que on peut plus séparer les choses comme on le faisait auparavant, d'autant plus qu'auparavant, ce n'était pas forcément toujours pour les bonnes raisons, c'était souvent, on va pas se mentir, pour des raisons fiscales notamment. Bon, c'est trop court, hein. C'est vrai qu'on aurait pu aussi passer un petit peu de temps sur cette question-là, mais en tout cas, si vous voulez prolonger le lien ou l'échange avec nos différents intervenants, n'hésitez pas à revenir vers nous en message privé et nous vous donnerons évidemment les contacts d'Aurélien, Timothée, Simonet et Bérangère. Merci à toutes et à tous pour ces interventions, ces partages. Merci beaucoup Aurélien, Bérangère, Timothée. À tous les autres, je vous donne donc rendez-vous à la session du 15 octobre qui portera sur l'accélération de la transition des entreprises et notamment avec l'accompagnement de partenaires. Nous en aurons un de choix, WWF, avec le témoignage des entreprises belles et GRDF. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire nombreux et un grand merci à toutes et toutes pour votre écoute et à très bientôt. Merci beaucoup.